Après-guerre, l'Italien Enrico Mattei a donc défié le cartel anglo-américain, alors maître du jeu du marché pétrolier, et l'a probablement payé de sa vie, comme l'avance à l'instant ce documentaire réalisé par Flametta Luino. L'occasion de nous interroger maintenant sur ce plateau de Débadoc sur les considérables enjeux géopolitiques concernant encore et toujours l'or noir aujourd'hui. Mathieu Ozano est tout d'abord avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes un ancien journaliste et aujourd'hui directeur du think tank The Shift Project, groupe de réflexion qui vise à éclairer et influencer le débat sur les défis climato-énergétiques. Ils sont nombreux, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Vous êtes l'auteur de Or Noir, la grande histoire du pétrole, disponible chez Découverte Poche, et de Pétrole. Le déclin est proche, coécrit avec Hortense Chauvinet et édité aux éditions du Seuil. Et puis enfin, Francis Perrin est avec nous également. Bienvenue à vous, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS. Bien sûr, l'Institut de Relations internationales et stratégiques et spécialiste des problématiques énergétiques. Après ce film concernant Enrico Mattei et son histoire, nous avons eu envie de faire un focus sur ce fameux marché du pétrole, et pour cela, je vais vous donner les principaux chiffres de ce domaine pour que tout le monde comprenne bien. On commence par les principaux pays détenteurs de pétrole, et on voit tout en haut de ces chiffres, en première position, le Venezuela, qui détient aujourd'hui 17,5% des réserves mondiales, suivi par l'Arabie Saoudite, le Canada, l'Iran, l'Irak. Plus généralement, vous allez le voir, le Moyen-Orient concentre près de 50% de ses réserves aujourd'hui, et l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, créé en 1960, lui recouvre 70% de ses réserves. Et puis voici maintenant les principaux pays producteurs de pétrole aujourd'hui. On trouve les États-Unis en première position, l'Arabie Saoudite ensuite et la Russie en troisième position. Voilà quelques chiffres clés pour bien comprendre. C'est vrai que cette émission, nous avons d'abord eu envie de la faire à cause de l'intervention américaine au Venezuela. C'était au tout début du mois de janvier dernier, l'exfiltration du président vénézuélien, et puis la mainmise, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, des États-Unis sur ce fameux pétrole vénézuélien. Il a certaines caractéristiques, on y reviendra tout à l'heure, ce pétrole, mais c'est bien comme ça qu'il faut comprendre les choses. Pour ce qui s'est passé au Venezuela, le premier producteur mondial de pétrole a mis la main sur le pays et les réserves les plus importantes au monde de pétrole aujourd'hui. Oui, on peut interpréter ça complètement comme ça. En fait, il suffit de prendre à la lettre ce que nous a dit Donald Trump, l'intervention au Venezuela, ce coup de force, ce retour à la diplomatie de la canonnière. C'est l'exercice du dominium américain sur la planète pétrole. Et il y a une continuité là-dedans, les circonstances suspectes dans lesquelles Enrico Mattei a trouvé la mort. L'hypothèse la plus probable étant que c'est un assassinat qui a été commandité par ce qu'on appelle Big Oil, c'est-à-dire l'industrie pétrolière américaine qui à l'époque contrôlait totalement le marché mondial. Finalement, on avance de plus d'un demi-siècle. L'intervention américaine au Venezuela, pour moi, il y a une filiation très forte dans la manière impitoyable dont la puissance américaine assoit son emprise sur l'échiquier pétrolier mondial. Là, vous parliez de Big Oil, il a été beaucoup question des 7 sœurs dans ce documentaire. Elles sont 5 aujourd'hui, on va les voir d'ailleurs. BP, British Petroleum, Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Shell et le français Total, tout de même en 5e position. Elles étaient 7 à l'époque, il y a eu un mouvement de concentration. Aujourd'hui, mais ça permet de mieux comprendre de qui on parle lorsqu'on parlait des Seven Sisters de ce à marché. l'époque, la mort de Mattei, c'est à peu près au même moment que la création de l'OPEP. L'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, a été créée pour faire pièce au cartel des 7 sœurs, et c'est Enrico Mattei qui a popularisé cette expression de 7 sœurs. Sous-entendu, toutes ces compagnies anglo-saxonnes, plus la compagnie française qui était la 8e sœur, contrôlaient à l'époque à 100%, dans les moindres détails, la production pétrolière mondiale, et l'OPEP
et Enrico Mattei, qui s'est fait un allié des gens qui ont créé l'OPEP, ont tenté de faire pièce, et Mattei, probablement, en est mort. Alors, il y a peut-être deux leçons à tirer de ce qui s'est passé au Venezuela. On va y revenir. Et la première, c'est de constater, vous avez un petit peu défloré le sujet, que cette ressource énergétique façonne depuis très 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 longtemps aujourd'hui les rapports de force entre les nations. Tout à fait, effectivement, ce n'est pas nouveau, mais c'est vrai que l'exemple du Venezuela, qui est d'une actualité brûlante, illustre totalement ces liens très étroits entre pétrole et géopolitique mondiale. Alors sur le Venezuela, le pétrole est clairement au cœur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que le pétrole, mais il est au cœur. Et il est au cœur à plusieurs égards. Donald Trump dit on nous a volé le pétrole. Allusion aux nationalisations d'intérêts américains, notamment sous le régime d'Hugo Chavez. Le socialiste Première décennie. Hugo Chavez. Ce qui est socialiste, évidemment, n'est pas un compliment à Washington, et notamment pour l'administration Trump. Deuxième élément, je tiens le pétrole, Donald Trump, évidemment pas moi, et donc le gouvernement vénézuélien actuel, sans Maduro, sera obligé de faire ce que je veux. Parce que sinon, il ne peut plus exporter une goutte de pétrole. Et le Venezuela, en termes d'économie, c'est pétrole. Il y a du gaz aussi, mais c'est moins important. Troisième élément, toujours vu de l'administration Trump numéro 2, si je prends le contrôle de ce secteur pétrolier au Venezuela, que je le remets en état de marche, parce qu'il est en très mauvais état de marche, en envoyant notamment les compagnies pétrolières américaines, ce pays qui a un potentiel énorme, vous l'avez rappelé, pourra produire et exporter plus de pétrole, donc ça fera baisser les prix du pétrole. Et Donald Trump veut faire baisser les prix du pétrole dès le 20 janvier 2025. Et il veut continuer. Quatrième point, si on contrôle le pétrole vénézuélien, en étant toujours Washington, il ne sera pas contrôlé par d'autres, dont la République populaire de Chine, qui n'est pas notre meilleur ami, je parle toujours à la place de Donald Trump, si je puis me permettre, et qui est en plus un pays extérieur à l'hémisphère occidental. N'oublions pas Marco Rubio, la tête pensante dans cette affaire du Venezuela, c'est fini que des puissances extérieures au continent américain, à l'hémisphère occidental, et qui sont nos adversaires, puissent contrôler des ressources stratégiques sur le continent américain. Pétrole, c'est stratégique. Et dernier élément, et ça en fait 5, ça fait beaucoup, Marco Rubio toujours, si le pétrole était mieux géré au Venezuela, l'économie irait mieux, ça c'est logique. Et donc il n'y aurait pas 8 millions de Vénézuéliens en dehors de leur pays, dont pas mal aux États-Unis, et l'immigration massive, nous dit Marco Rubio, sont déstabilisantes. On sait à quel point l'immigration est un dossier chaud pour l'administration Trump 1 et 2. Donc tout ça est lié au pétrole, ça fait au moins 5 éléments clés. Ouais, il y a un élément de sous-texte, Francis l'a dit, mais il faut enfoncer le clou. Pourquoi est-ce que le pétrole, c'est stratégique, comme tu l'as dit Pour une raison toute bête, c'est que quand on parle de puissance géopolitique, on parle de puissance politique, économique, éventuellement militaire, on perd complètement de vue qu'on parle à la lettre d'énergie. La puissance, c'est une expression de l'énergie dans un rapport au temps. Si je veux effectuer une puissance, dans l'ordre économique, politique, éventuellement militaire, il me faut des ressources adéquates en énergie. La superpuissance américaine, le fondement de sa superpuissance, c'est le fait qu'elle contrôle et exporte beaucoup de puissance à la lettre. Et ça, c'est un élément absolument structurant de toute la géopolitique, qui est une gestion des rapports de puissance. Vous appelez ça d'ailleurs le sale petit secret de la puissance américaine. Parce que si on revient un peu en arrière, par exemple la guerre en Irak 2003, l'objectif, ça aurait été le pétrole. Griezmann, en fait, d'ailleurs, l'ancien patron de la Fed, l'avait affirmé à l'époque. Il y a une constante. Voilà, il y a une constante dans la logique de puissance des grandes puissances, c'est de contrôler l'accès à l'énergie qui permet d'effectuer sa puissance. Ça fait un siècle que c'est ultra structurant dans la géopolitique américaine. Il y a un siècle tout pile, le président de ce qu'on appelle aux États-Unis les années 20 rugissantes, Calvin Coolidge, avait remarqué dans une note qu'il avait adressée aux membres de son gouvernement, de manière beaucoup plus articulée peut-être que l'actuel locataire de la Maison-Blanche, mais avec non moins de précision. Il avait dit, finalement, la puissance des nations est peut-être d'abord et avant tout tributaire de l'accès au pétrole. Bon, en termes moins chantournés, Trump, il a dit à propos de l'Irak, moi, j'aurais
pris le contrôle de ce pays, de bout en bout. Moi, j'aurais pris le pétrole. Voilà ce qu'il J'aurais avait pris le dit à pétrole. l'époque J'aurais pris le concernant cette pétrole. guerre en Irak. Ouais. Absolument. Et en fait, de Calvin Coolidge, du président Coolidge des années 1920 à Donald Trump, président des années 2020, il y a une constante, Ouais. mais dans la politique américaine, mais dans la politique de la France, sa petite histoire crapoteuse de l'empire pétrolier. L'assassinat de Mattei, l'une des hypothèses, c'est que Mattei avait commencé à discuter avec l'Algérie, avec les indépendantistes algériens, et que ça n'a pas du tout plu à Paris. Et parmi les suspects de la mort de Mattei, il y a le petit jeu, le sale petit secret de la puissance française en Afrique. On se rappelle tous de la France-Afrique, le Gabon, le Congo-Brazzaville, la guerre du Biafra. On a tout tous ça, il y a un sous-texte. un petit sale secret lorsqu'il Absolument. est question du pétrole. Absolument. Si vous voulez exercer une puissance, il vous faut des ressources adéquates en énergie, no matter what, comme on dirait en anglais. Tout le monde connaît la phrase. Il a fait tout haut ce que les autres ont peut-être fait un peu plus bas. On pense d'ailleurs au père et au fils Bush, notamment. Il a fait tout haut et dit tout haut, peut-être d'une certaine manière, Donald ce que Trump les autres ont fait avant lui. a quelques défauts, mais il n'est pas hypocrite. Ça, on ne peut pas lui reprocher ça. On n'a quasiment jamais vu ça dans le monde, peut-être jamais vu, je dis, presque jamais pour une question de précaution historique. Puis Gengis Khan, peut-être. Il faudrait effectivement remonter très loin. Alors, juste un mot sur l'Irak, parce qu'il y a eu des guerres en Irak. Évidemment, il y a eu la guerre Iran-Irak 1980-1988. 8 ans. Il y a eu ensuite l'invasion du Koweït par l'Irak, août 90. Il y a eu la libération de l'Irak, donc l'opération Tempête du désert, janvier-février 91. Et il y a eu la guerre en 2003, où George Bush fils vient renverser le régime Saddam Hussein. Et 10 ans d'embargo américain entre les deux. Et tous ces conflits, peut-être la dernière à cause du pétrole. est moins une guerre pétrolière que les précédentes, D'accord. celle de 2003. Parce que tout le monde a dit les Américains viennent prendre le contrôle du pétrole irakien. Eh bien, ils ne l'ont pas fait. Après la guerre, alors qu'ils pouvaient le faire sans problème. Ils étaient absolument maîtres du pays. Donc, le pétrole a les épaules très larges, il est très lié à la guerre, c'est évident. Ça ne veut pas dire qu'on peut expliquer toutes les guerres par le pétrole. Mais puisque nous étions sur des phrases extrêmement célèbres, tout le monde connaît cette phrase de Clémenceau, mais il faut la redire. Hein. Désormais, pour les nations et pour les peuples, une goutte de pétrole a la valeur d'une goutte de sang. Phrase superbe, c'était Clémenceau, hein, c'est pas n'importe qui. Mais c'était, par rapport à la Première Guerre mondiale, c'est toujours aussi valable aujourd'hui. Il l'a écrite dans un appel au secours au président Wilson. Tout à fait. Président américain, de façon à ce que l'Amérique envoie les ressources de la puissance dans l'effort de guerre. Pour la guerre, la Première Guerre mondiale. Pour ravitailler les forces. L'énergie, c'est ce qui fait tourner le moteur économique mondial. On fait la guerre avec de l'énergie, et notamment avec du pétrole. Donc tout ce qui est énergie est stratégique, et le pétrole est l'énergie numéro 1 encore aujourd'hui. Donc c'est le stratégique du stratégique. Voilà, c'est finalement très simple, hein, très, très logique. Ce qui se passe au Venezuela, ce qui se passe avec Trump le montre. Hein. Tout le monde a en tête ce fameux slogan de Trump, « Drill, baby, drill ». Bon, alors tout le monde s'amuse. Creuse, bébé, creuse, hein, en français. Mais pas creuser pour forer de l'eau, hein, pour trouver de l'eau, c'est pour trouver du pétrole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vision que Trump a de l'énergie, de l'économie, de la géopolitique, le pétrole est au centre. Et ce n'est pas complètement faux, puisque c'est la première énergie dans le monde. Son secrétaire au Trésor, Scott Bessent, début 2025, donc a priori il ne s'occupe pas spécialement de pétrole, mais de l'économie, des finances, il nous dit « Je voudrais que les États-Unis produisent 3 millions de barils par jour de pétrole de plus dans les quelques années qui viennent. » Ce pays est déjà, vous l'avez rappelé, le premier producteur mondial de pétrole. Largement devant Arabie Saoudite 2, Russie 3. Jamais ce pays n'a produit autant de pétrole dans son histoire. Jamais aucun autre pays dans l'histoire mondiale n'a produit autant de pétrole que les États-Unis aujourd'hui. Et M. Bessent en veut encore 3 millions de barils par jour de plus. Donc pour l'administration Trump numéro 2, le pétrole est au cœur. C'est peut-être pour préparer les lendemains de ce marché du pétrole. On va en parler. La deuxième leçon que j'ai tirée en préparant ce dossier de cette intervention au Venezuela, c'est qu'il met la main sur un pétrole dit non conventionnel. Et là, il faut peut-être expliquer à ceux qui nous regardent ce qui s'est passé entre le pétrole dit conventionnel et le pétrole non conventionnel, dans lequel on met du pétrole extra lourd, beaucoup plus difficile à exploiter que le pétrole conventionnel, c'est celui qu'on trouve au Venezuela, mais aussi le pétrole de schiste, qui a été évidemment qui a relancé les États-Unis en matière de production de pétrole. Expliquez-nous ce qui s'est passé au cœur des années 2000. On craignait un pic, et finalement
c'est ce pétrole non conventionnel qui ont changé la donne sur ce marché Ouais, dans ces années 2000. Qui a pris le relais. C'est tout simple. En fait, ce qu'on appelle le pétrole conventionnel, c'est le pétrole liquide classique qu'on trouve dans des roches qu'on appelle les roches réservoirs. Et ça a été quasiment 100% de la production jusqu'au tournant des années 2000. Il n'y avait pas autre chose que le pétrole conventionnel. Il y avait le pétrole tout court qu'on appelait l'or noir pour une raison, là encore, triviale. C'est que c'était la source de puissance économique, c'est-à-dire les taux de profit pratiquement les plus inouïs de toute industrie. Ce pétrole a atteint des limites dans son exploitation, d'abord aux États-Unis. En 1970, à partir de 1970, la production américaine de conventionnel décline, et elle va décliner jusqu'à l'essor de la source reine de pétrole non conventionnel, donc la première source alternative, vous l'avez dit, le pétrole de schiste. Et puis au niveau mondial, cette fois, le pic pétrolier pour le conventionnel a été franchi en 2008, l'année de la crise des subprimes, et on ne reviendra pas, mais je pense qu'il y a un lien très fort entre les deux. Donc en fait, finalement, toutes les sources de pétrole non conventionnelles, c'est un peu comme les fruits pourris en haut de l'arbre qu'on n'avait pas envie de cueillir en premier. On a cueilli d'abord les bons gros fruits mûrs qui étaient à portée de main, ça c'est le pétrole conventionnel. Et maintenant, ayant atteint cette limite, l'industrie doit aller chercher globalement des pétroles qu'on va dire plus compliqués. Par exemple, tout ce qui est pétrole offshore ou pétrole arctique, en général, ce sont des pétroles conventionnels géologiquement ou chimiquement. Par contre, c'est des pétroles qui sont très très compliqués à aller chercher. Et en fait, le point de bascule, il a lieu en 1970 aux États-Unis et au niveau mondial en 2008. À partir de ces dates-là, l'industrie n'a pas d'autre choix que d'aller chercher des pétroles plus compliqués à extraire, moins profitables. Et parmi ces sources très, très profuses, très généreuse de pétrole non conventionnel. Alors, il y a le pétrole de schiste et il y a, on l'avait un peu oublié, le pétrole extra lourd du Venezuela, sur lequel les Américains ont l'œil dès que leur production conventionnelle entre en déclin en 70. Et en fait, tout le drame avec Chavez se noue entre 1970 et la prise du pouvoir de Chavez. C'est-à-dire que tous les raffineurs américains qui contrôlent l'exploitation de ce pétrole vénézuélien s'équipent, investissent énormément pour pouvoir le traiter, et puis Chavez arrive et leur prend le trésor. Alors, est-ce qu'il faut y voir une marque de fébrilité, une anticipation sur l'avenir de ce marché pétrolier à travers cette mainmise sur un pétrole non conventionnel au Venezuela? Alors, Marco Rubio, secrétaire d'État, conseiller à la sécurité nationale, 2 postes clés, et tête pensante de ce qui vient de se passer sur le Venezuela, nous dit: on n'a pas besoin du pétrole du Venezuela. Nous, États-Unis, on est le premier producteur mondial, ce qui factuellement est vrai. On a besoin de le contrôler pour que d'autres ne le contrôlent pas, d'autres étant la Chine. Ça, c'est une vision clé. Alors, la Chine très dépendante sur ce marché pétrolier. Principal importateur de pétrole vénézuélien, principal importateur de pétrole iranien, pays sanctionné par Washington également, deuxième consommateur au monde, de pétrole premier russe, importateur au monde. Premier importateur mondial et qui de n'a pétrole. peu de pétrole sur son territoire. Non, c'est un grand producteur de pétrole, mais sa consommation interne est tellement énorme que bien qu'étant un gros producteur, environ, ça dépend des classements, mais ils ont 6 ou 7e, donc c'est quand même pas mal, et quand même le 2e consommateur mondial et le premier importateur mondial. Mathieu Ozano a tout à fait raison de généraliser et de ne pas seulement parler des pétroles non conventionnels, très importants bien sûr, et des pétroles complexes, dont ils font partie. Mais ça inclut, comme il l'a à juste titre souligné, des pétroles conventionnels, mais très difficiles. Un exemple pour nos téléspectateurs, un champ qui s'appelle Angkor, c'est Golfe d'Amérique, on va dire pour ne pas faire de peine à Trump qui nous écoute certainement, donc je vais dire Golfe d'Amérique et pas Golfe du Mexique. Donc c'est un projet qui entre en production à l'été 2024, c'est Chevron, dont vous avez parlé, Total Energy, 2 des majors pétrolières actuelles. Caractéristique de Angkor, une première technologique mondiale. Ces 2 géants pétroliers vont chercher du pétrole, donc sous le Golfe d'Amérique, dans un réservoir qui est à 10 400 mètres sous le niveau de la mer. Première technologie. C'est du pétrole conventionnel, mais du pétrole très complexe. Et Chevron vous dit, ce sera un projet rentable, et même très rentable, avec une première technologie mondiale. Leçon, ne jamais sous-estimer la capacité des géants pétroliers à repousser les limites, ce qui ne veut pas dire supprimer les limites, grâce au progrès technologique. Élément clé. Deuxième remarque, Mathieu Ozano disait à juste titre, le pétrole, c'est énormément d'argent. Bien sûr, tout le monde le sait.
Un chiffre pour nos téléspectateurs. Saudi Aramco, donc État saoudien, le géant pétrolier mondial. Le géant pétrolier n'est pas ExxonMobil, c'est Saudi Aramco, compagnie étatique. 2022, guerre en Ukraine, flambée des prix, bénéfice net Saudi Aramco, 161 milliards de dollars. Absolument unique. C'est ça la rente, ce que les économistes appellent la rente pétrolière. Et troisième élément, et le dernier, quand nous parlions du non conventionnel, nous avons Venezuela, pétrole extra lourd, États-Unis, pétrole de schiste, et Canada, pétrole extrait des sables bitumineux. Il y a aujourd'hui 3 pays qui, entre parenthèses, sont tous sur le continent américain, ce qui est intéressant géopolitiquement, qui exploitent massivement des pétroles qu'on qualifie de non conventionnels. Ça explique les pressions exercées par Donald Trump au Canada, par exemple. S'il mettait la main sur le Canada, vous vous rendez compte, déjà, en termes de superficie, il deviendrait le plus grand pays dans le monde, en ajoutant un peu le Groenland en plus. Et puis le Canada, c'est le 4e producteur mondial de pétrole, après le trio de tête que vous avez évoqué, États-Unis, Arabie Saoudite. Le Canada, on parle pas, c'est un géant pétrolier, avec du pétrole non conventionnel. Alors, le pétrole est une ressource tarissable. Dans les années 2000, au début des années 2000, le fameux peak oil, ça a été conceptualisé, je crois, en 1956. Peak oil, c'est le pic de production attendu du pétrole. Alors, elle n'a pas eu lieu, ce peak oil n'a pas eu lieu dans les années 2000, à cause justement de l'émergence de ce pétrole non conventionnel, notamment du côté du pétrole de schiste aux États-Unis. Néanmoins, la question est posée, vous le dites à travers vos ouvrages notamment, le peak oil, ça veut dire qu'on aura atteint un pic de production et qu'à partir de là, la production sera dégressive, les prix risquent d'augmenter et au bout du compte, il y aura peut-être une fin du pétrole. Et là, il s'agit de s'y préparer, notamment en Europe, par exemple. Ça, c'est un domaine que vous connaissez bien. À quand ce peak oil ? Alors, on a repoussé simplement l'échéance avec le non conventionnel. On a repoussé. Il est devant nous, forcément, non ? Dans l'absolu, il est devant nous. C'est une ressource finie. On habite sur une sphère. À un moment donné, il y a une limite physique qui sera atteinte. Le pic. On n'a pas d'échéance là. Alors, le pic pour le conventionnel, donc 85%, je dirais, de la production mondiale actuellement, 100% quasiment de la production lorsqu'il s'est produit, le pic de la production a eu lieu. Il a eu lieu en 2008, c'est tout à fait officiel, et on sait que c'est un pic très vraisemblablement irréversible, compte tenu de la dégradation du déclin des réserves mondiale, pétrole conventionnel. Alors, il y a des progrès technologiques qui peuvent faire jouer un peu, je dirais, à la marge cette limite, mais en tout cas... Et ce relais pris par le pétrole non conventionnel peut nous amener bien au-delà ? Il amène l'Amérique très au-delà, tu l'as dit Francis, de la production record conventionnelle que les Américains avaient atteint en 1970. La question est de savoir, en fait, il n'y a pas... La question du pic pétrolier, c'est une question d'un ensemble de pics. En fait, chaque champ, chaque zone pétrolifère, sa production part de zéro, elle passe par un maximum, ou elle passera par un maximum, ou elle est passée par un maximum, et puis elle déclinera. En fait, la question n'est pas de savoir, à mes yeux, surtout avec Trump au pouvoir, n'est pas tellement de savoir quand est-ce qu'il n'y aura plus assez de pétrole. La question est plus précisément de savoir quand est-ce qu'il n'y en aura plus assez pour tout le monde. Et là, en l'occurrence, pour le cas de l'Europe, je pense qu'on est dans une situation, dans une nasse terrible. On est dans une position extrêmement vulnérable parce que notre source première d'énergie, c'est-à-dire de puissance, qui s'appelle la mer du Nord. La mer du Nord, c'est l'une des premières formes de pétrole complexe qui a été développée après 1970, justement, est passé par un maximum et a décliné beaucoup depuis son pic qui a eu lieu au début des années 2000. Aujourd'hui, la production de la mer du Nord, d'une part, est à peine la moitié de ce qu'elle a été au moment de ce pic, et elle est vouée vraisemblablement, plus ou moins rapidement, à continuer à décliner. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on disait la Chine est le premier importateur de pétrole. Elle est le premier importateur de pétrole, à égalité avec l'Europe. Avec l'Union européenne, oui. Avec l'Europe. Avec l'Europe. Avec l'Europe continentale au sens de l'OCDE. Ouais. Bref. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est dans une tenaille entre les deux, ce qu'on appelait pendant la guerre froide les deux superpuissances, les deux plus grands exportateurs de pétrole, Russie d'un côté, États-Unis de l'autre. Parce que si tu veux effectuer ta puissance, il faut que tu contrôles tes ressources en énergie. Si ta puissance, en particulier industrielle en Europe, est tributaire de bout en bout des hydrocarbures, tu te mets à la merci des gens qui te la vendent.
on a échangé aujourd'hui, c'est très clair, la dépendance qu'on avait vis-à-vis de Poutine, avant l'invasion de l'Ukraine, à une dépendance vis-à-vis de Trump, et les deux, on le voit très bien, sont prêts à nous appuyer sur la carotide. Donc finalement, pour nous, on est de plus en plus à se dire que au Shift Project et dans d'autres instances où on réfléchit à ce que ça peut être la logique de puissance de la France et de l'Europe, en fait, miser sur la sortie des énergies fossiles, c'est la seule voie qui nous permettra de reconstituer une autonomie stratégique dans un monde où on est déjà en tenaille entre M. Trump et M. Poutine. Votre réaction? Ce sera la conclusion de cette émission. Sur la question du pic, il y a des limites physiques, ça, soyons clairs, hein, c'est évident. Ne sous-estimons pas quand même le progrès technologique. Je donnais un exemple tout à l'heure, il y en a d'autres. Ne sous-estimons pas non plus le Moyen-Orient. Vous prenez deux pays qui sont des géants pétroliers, Iran, Irak. Sont des producteurs importants, mais ils produisent largement en dessous de leur potentiel, pour des raisons géopolitiques principalement. Sanctions américaines en Iran, et histoire très troublée de l'Irak, des guerres, invasions, sanctions, etc. Troisième élément, on n'est pas dans un jeu à somme nulle. Il y a de nouveaux pays producteurs de pétrole. Guyana au nord du continent américain, demain ce sera Namibie, etc. Donc ce que dit Mathieu Ozano est juste en termes de limites physiques, mais les pétroliers nous réservent des surprises et ils sont très forts pour ça, il ne faut pas les sous-estimer technologiquement et financièrement. Donc ça c'est un élément qui me semble important. Et puis sur la question de pic de la production lié à une insuffisance des réserves, je suis réservé. C'est un débat que nous avons avec Mathieu depuis quelques années, un débat passionnant. Pic de la production lié à un pic de la consommation. Parce que si demain, parce qu'il y a une concurrence d'autres sources d'énergie, la consommation, je dis bien la consommation pétrolière mondiale arrive à un pic ou plateau, bon, un pic, hein, normalement on descend après, un plateau on peut rester, puis après on décline, bon, un pic ou plateau, les producteurs ne vont pas continuer à augmenter la production, alors que la consommation n'augmente plus. Donc moi, je crois plus dans les années qui viennent, je ne peux pas vous donner de date, soyons clairs, hein, à un pic de la consommation mondiale de pétrole qui entraînera très logiquement un pic de la production, sans que ce pic de la production soit forcément dicté à ce moment-là par une insuffisance des réserves. Donc c'est un pic, mais une autre vision. L'avenir nous dira si vous aviez raison, l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre. On reviendra en parler. Un grand merci vraiment à tous les deux d'avoir participé à ce débat doc aujourd'hui, après ce documentaire consacré à Mattei. Mattei, ça a été le patron de l'ENI, et nous avons découvert son dramatique parcours avec ce documentaire. Merci aussi à Félicité Gavalda, Thibaut Brosset et Kel qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et puis moi, tout simplement, je vous donne rendez-vous pour un prochain débat doc sur un autre thème. Ça sera la même place, la même heure, mais toujours avec son documentaire et son débat. À très bientôt.